Retrouvant le cours normal de l'édition, la capitale de la RDC se transforme durant quelques jours en capitale universelle des maires francophones avec l'ouverture ce matin de la 34e Assemblée générale de leur association. Ces assises ont été présentées depuis un certain temps par l'hôtel de ville qui s'était engagé dans une campagne de sensibilisation afin que les visiteurs de marques venus de par le monde gardent un bon souvenir de l'hospitalité de la vitrine congolaise. Christian Elongo est aux côtés des participants au Grand Hôtel Kinshasa. C'est parti donc pour 5 jours de travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Une centaine de maires venus du monde francophone ont pris part à cette cérémonie de lancement, cérémonie présidée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yambo, qui dans son mot est bienvenu à rappeler l'objectif de cette rencontre qui vise, il faut le dire, à faciliter la réalisation des projets, l'échange des pratiques et des connaissances en fournissant une tribune internationale aux villes francophones du monde. Une 34e Assemblée générale qui se penchera autour de 3 thèmes qui feront l'objet du débat. Il s'agit entre autres de la ville et migration internationale, dialogue, autorités locales, Union européenne et autres partenaires, mais aussi la ville et lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, tous les maires des 10 villes de la RDC qui font partie de l'Association internationale des maires francophones sont présents à Kinshasa à cette 34e Assemblée générale. Il s'agit notamment de Bandundu-Ville, de Lubumbashi, de Bukavu ou de Kisangani. C'est parti donc pour 5 jours de travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. L'Assemblée nationale, la semaine sera décisive pour 2 ministres. Le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances et celui de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, sont chacun poursuivis par une motion de défiance. Le verdict tombera ce mercredi à l'issue de la plénière à la Chambre basse du Parlement. Suivi. Ces 2 personnalités n'ont pas qu'en commun le fait d'être membres du gouvernement Matata. Ce mercredi, ils doivent chacun faire face à une motion de défiance à l'Assemblée nationale. Le premier, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge de finances, est reproché par les élus avec à leur tête les députés UDPS Sami Badibanga d'avoir entre autres autorisé le décaissement des fonds alloués au porte-parole de l'opposition. C'est une démarche parlementaire. Nous avons joué notre rôle et maintenant nous attendons à ce que le président de l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle, c'est-à-dire de pouvoir convoquer la plénière dans les 48 heures, tel que le prévoit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le second, ministre de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, est considéré par le député Awenze comme étant à la base de la malversation autour des travaux de la cimenterie de la province orientale. Je suis engagé à aller jusqu'au bout. Je ne peux pas reculer. Un homme de devoir ne recule jamais devant un obstacle. Comme je me suis engagé, je dois aller jusqu'au bout. Ma motion de défiance contient 63 signatures de députés. Donc tous les députés, toutes tendances confondues, ils ont signé, que ce soit ceux de la majorité, de l'opposition, tout le monde a signé. Ceux qui ont les soucis de l'intérêt de la population, ceux qui veulent à ce que la vie sociale de la population et leur vécu quotidien soient améliorés, ils ont contribué avec leur signature. La grande question est celle de savoir si la majorité est prête à lâcher son argentier et un de ses alliés de l'opposition. Respect de la liberté d'expression à l'échelle internationale. La journée d'aujourd'hui est dédiée au plan mondial à la lutte contre l'impunité des violences envers les journalistes et en RDC. Des réflexions ont eu lieu tant entre les professionnels des médias que d'autres consommateurs des informations. Des organisations non gouvernementales chargées de la défense de la liberté de la presse et de la profession de journaliste se concertent en ces moments dans la capitale. Nous allons rester dans la sphère médiatique, cette fois avec les acteurs du monde musical, artistes, musiciens, porte-parole des musiciens et chroniqueurs accusés d'être à la base d'une certaine dépravation de mœurs. Et ces derniers s'accusent mutuellement. Pour couper court, les autorités ont pris des mesures nécessaires afin de rappeler à l'ordre. C'est le dossier du journal. Je vous invite à en suivre un extrait.
Il faut l'avoir vu pour ne pas l'oublier. Les milliers des artistes est devenu contre toute attente un lieu où se développent les plus en plus des atteintes à l'intégrité physique des personnes, notamment des infractions des coups et blessures, volontaires et involontaires. Ces comportements doivent cesser et cesser. Mais à culpa de certains artistes musiciens, même s'ils continuent à se renvoyer la balle. Nos frères s'illustrent très souvent dans des insanités notoires. Il faudrait les interpeller, dit ici Tchalamouana. Les insultes proférées à l'endroit des femmes, ils s'insultent publiquement. Ceux qui ne sont pas musiciens n'ont aucun respect pour leurs aînés, pour leurs musiciens. D'autres musiciens vont même jusqu'à privatiser certains chroniqueurs. Aujourd'hui, il y a nos musiciens qui font des émissions personnalisées. Alors je pense que ça, dans ces genres d'émissions, s'il y a leur porte-parole qui passe pour insulter, c'est pas une émission de chronique musicale, c'est une émission personnalisée de l'artiste et musicien. Et ces émissions, la plupart de ces émissions sont sponsorisées. Il ne faudra pas oublier que nos artistes et musiciens, la majorité maintenant là pour le moment, on les tranche dans des chaînes de télévision. Qui pensez-vous qui pourrait accepter qu'il y ait un porte-parole ou un artiste qui veut communiquer dans sa tranche à lui qui aura des réserves? Parce que le présentateur qui est là est payé par cet artiste et musicien. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Pour ceux qui exercent la fonction de porte-parole, leur tâche constitue uniquement à livrer le message essentiel de leur leader et à donner des informations concernant leurs groupes respectifs. Il faudrait donner le message essentiel avec beaucoup plus de saveur, de précision. Le message doit être transmis malgré tout. Avant de passer sur les antennes de télévision, je fais un briefing avec mon patron. Et c'est là que je reçois des injonctions. Je ne peux déborder dans le message à transmettre. Je me limite à donner l'information essentielle. Mais en réalité, programme on appelle ça uniquement programme, il y a ça tout. Après la pluie diluvienne du mois dernier dans le territoire de Calais, la présidence de la jeunesse de ce territoire a visité les sinistrés et les sites détruits. Amissi Massoudi a fait savoir que très bientôt seront construits des abris pour les victimes, la réhabilitation des structures sanitaires et des écoles. Une autre délégation s'est jointe à celle-ci pour s'imprégner aussi de cet état de choses. Joseph Amani. Parmi les priorités, le président des jeunes du territoire de Calais qui a visité la plupart des sites touchés, cite la recherche active de nombreux corps toujours pointés sur le débris. Il cite également la construction des abris pour les victimes, la réhabilitation des structures sanitaires et les écoles qui ont été complètement détruites. Sujet des assistances, les forces vives de la région ont indiqué que des jeunes venus du Nord Kivu voisin sont arrivés samedi dans le territoire de Calais. Après avoir visité les villages sinistrés, ils ont décidé d'ériger avec des petits moyens des abris provisoires à Luchushu, Luzira, Keni, Rambika, Nyamukubi, Nyambasha pour ne citer que cela. Une autre délégation venue de Goma est celle de Bahavu vivant dans le Nord Kivu. Selon des sources locales, ces personnes sont venues se rendre compte de l'ampleur des dégâts et évaluer les besoins pour ensuite préparer une aide consistante. Pour ce qui concerne les bilans, il ne fait à leur dire au jour le jour. Jusque ce samedi dernier, on avait dépouillé 98 corps et dénombré plus de 150 personnes toujours disparues et 850 maisons complètement détruites. Allons à la découverte des livraisons des confrères. En ces débuts de semaine, à travers les lignes, Constitution, la prospérité annonce que le PALU relance le débat. Constitution, défense, diplomatie et monnaie. Il n'y a pas de sujet tabou au PALU qui organise des réflexions approfondies sur l'état général du pays. L'ex-premier ministre Adolphe Muzito attend des participants qu'ils produisent des recommandations pertinentes devant permettre à la RDC de décoller. Sur le plan Constitution,
Willy Michiki, qui est convaincu que la RDC est en crise, en appelle à une nouvelle constitution qui reflète les aspirations du peuple. Comme on peut le constater, au Palu, l'on se bat pour consolider les acquis de la lutte passée pour mieux conquérir l'avenir. Réaction qu'Africa News qualifie d'immédiate Amsterdam. Des patrons hollandais en tombent à Kinshasa. Une délégation d'hommes d'affaires néerlandais effectuera une visite en RDC dans moins de 2 semaines dans l'objectif de promouvoir le partenariat économique néerlando-congolais. Augustin Matata Pognu a fait remarquer les performances macroéconomiques de Kinshasa, son succès dans le domaine de la croissance et les réformes entre entreprises pour améliorer le climat des affaires, lesquelles illustrent parfaitement la progression fulgurante de la RDC dans de nombreux domaines lors de ces dernières années. Place au sport à présent, et c'est avec Jean-Louis Kaninda. Mais tout d'abord, nous allons parler de la délégation de l'association sportive V-Club qui a foulé le sol quinois dans la nuit en provenance de Blida en Algérie, où elle a livré le match de la finale, retour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football contre l'entente sportive de Sétif, nouveau champion d'Afrique. La délégation était forte d'une 40aine de personnes. Plusieurs officiels sont venus accueillir les vice-champions d'Afrique sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili. On se retrouve juste après cet élément. C'est à 20h38 que les réguliers des Turkish Airlines a atterri sur la piste de l'aéroport international de Ndjili. À son bord, les 41 membres de la délégation de l'SV Club, vice-champions de la Champions League de la CAF. Accueil chaleureux de la part des officiels et du comité de gestion de l'SV Club. Un peu de remords pour n'avoir pas pu rafler les titres continentaux, mais le moral reste bon tout de même. La déception, d'autant plus qu'on n'a pas perdu. 2-2 au match aller, 1 au match retour. Donc ça fait d'autant plus mal que tout le monde reconnaît qu'on a fourni une bonne prestation, qu'on aurait dû l'emporter. Donc voilà. Pour moi, ça fait mal parce que quand on est meilleur que l'adversaire, on doit gagner. On ne l'a pas fait, donc voilà, ça fait un peu mal. Mais malgré tout, mes joueurs m'ont reconforté parce que avant de descendre de l'avion, on était très déçus. Avant de descendre de l'avion, ils ont porté leur médaille pour descendre sans qu'on leur demande quelque chose. Et ils se sont dit, coach, vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Pour le capitaine des Dauphins Noirs de Kinshasa, l'équipe était déterminée, mais maintenant il faut regarder l'avenir. Nous étions déterminés pour amener la coupe à Kinshasa, mais Dieu a disposé autrement les choses. Mes coéquipiers et moi avons grandi. Nous sommes des hommes, nous allons nous concentrer sur la suite. En guise de récompense, plusieurs cérémonies sont organisées dans la capitale Kinshasa. Les autorités du pays projettent d'honorer les vice-champions d'Afrique dès ce soir. Jean-Louis Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Dites-nous, que pouvons-nous savoir du nouveau champion de la Ligue des champions de la CAF? Et oui, l'entente Sétif est un club d'Afrique du Nord, précisément de la ville d'Algérie, de Sétif. Et ça, c'est le 2e titre à ce niveau que l'équipe vient de remporter. Après le titre remporté en 1988, c'était contre les Nigérians de Iwaniaou. Et hier, pas plus que hier, donc le week-end, samedi le 1er novembre, Sétif a ajouté une 2e étoile à sa vareuse. Donc elle est vainqueur de la nouvelle version de la Ligue des Champions, parce qu'il faudrait savoir que cette version est née en 1997 et pour la première fois un club algérien entre dans le palmarès. Dites-nous Jean-Louis, où et quand auront lieu les prochains rendez-vous de l'entente sportive de Sétif? Alors Sétif ira pas très loin de l'Algérie, c'est juste à côté, ça sera au Maroc. Ça sera pour le mois de décembre, là pour représenter le continent africain au mondial des clubs, où on retrouvera les grands clubs du monde. L'Europe aura le Real Madrid, l'Océanie aura les Auckland
l'équipe de Auckland de Nouvelle-Zélande. Donc il y a chaque continent qui sera représenté. Donc CETIF aura droit au mondial des clubs au mois de décembre. Et comment la population de Kinshasa a-t-elle reçu le résultat de la finale? Avec beaucoup de sportivité, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de débordement. Tout le monde est rentré tranquillement chez soi le soir parce que nous, on a vécu cet événement avec tous les sportifs. C'était à Matongé, dans le quartier le plus chaud de la capitale. Mais il y avait certains qui étaient contents et d'autres... Oui, bon, au fait, c'est comme on dit, ce sont des querelles fratricides. Oui. Certains applaudissaient la défaite, certains applaudissaient la victoire. Mais dans l'ensemble, la ville est restée calme et on n'a pas eu de débordement. Merci beaucoup, Jean-Luc Aninda. Merci, Corinne Saboué. Et voilà, c'est par cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur B1 Télévision.